Il est enfin temps de parler de l'une des plus grandes opérations amphibies de toute l'Antiquité. Un effort concerté gigantesque de l'Empire romain oriental et occidental, où ils ont assemblé une flotte massive afin de reconquérir l'Afrique occupée par les Vandales et de restaurer l'Empire romain occidental à sa gloire d'antan. L'un des points les plus importants pour moi dans la création de cette chaîne, c'est que j'étais agacé par la façon dont l'Empire romain tardif est souvent dépeint de manière trop simplifiée. L'ensemble de l'histoire de 100 ans depuis la bataille d'Adrianople jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident environ 100 ans plus tard, est parfois simplifié en une seule phrase. Mon objectif est de montrer qu'à aucun moment le sort de l'Empire romain d'Occident n'a été entièrement déterminé. En fait, nous appliquons trop souvent un recul injustifié et disons qu'il devait tomber. C'est facile à dire de notre point de vue, mais pour les Romains de cette époque, ce n'était jamais une affaire totalement conclue. Il aurait pu être sauvé de nombreuses fois comme je l'ai discuté dans ces deux vidéos, et en 468 après Jésus-Christ, ou 1221, ab urbe condita 1221 ans après la fondation de la ville de Rome, les deux empires romains se joindraient pour la dernière fois et montreraient au monde ce dont Rome était encore capable. Et merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner, afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. À cette époque, l'Empire romain d'Orient était gouverné par l'empereur Léo Ier. Il était empereur depuis 457. L'Est avait eu beaucoup de mal peu de temps auparavant à faire face à Attila le Hun. Mais en 447, ils ont réussi à payer Attila, le poussant à se diriger vers l'ouest, où l'Empire occidental a ensuite dû combattre les Huns. Pour des raisons que j'ai expliquées dans cette vidéo ici, l'Empire occidental était en pire état que l'Est. Mais tout espoir n'était pas perdu, malgré de nombreux revers que l'Ouest a dû endurer. Le meurtre de Stilicho, la mort prématurée du capable Constantius III, le meurtre d'Aetius, le meurtre de notre empereur Héro Majorien, tous ces événements étaient des revers brutaux, et pourtant, tout n'était pas perdu. Car un nouvel empereur avait été envoyé à l'ouest dans cette heure la plus sombre de l'an 467, après Jésus-Christ, 1220, ab urbe condita, par Léo Ier lui-même, un homme nommé Procopius Anthemius, dont j'ai parlé dans cette vidéo ici. Et ce nouvel empereur était aussi ambitieux que Majorien lui-même dans sa volonté de restaurer l'agonisant empire romain d'Occident. Et il savait que pour y parvenir, l'Afrique occupée par les Vandales devrait être reconquise. L'Afrique est tombée aux mains de cette tribu germanique qui avait réussi à traverser le détroit de Gibraltar en 429 et, au cours d'une série de guerres, avait finalement capturé presque la totalité de l'ancienne province romaine d'Afrique en 439, lorsque Carthage est tombée aux mains des barbares envahisseurs. Un petit vestige, le royaume mauro-romain, a résisté, et nous parlerons de cette fascinante royauté romaine dans une autre vidéo. Mais quand l'Afrique est tombée, en grande partie comme toujours parce que les Romains étaient occupés à se battre entre eux dans des guerres civiles, au lieu de s'unir contre les envahisseurs vandales, le grenier de l'Empire et sa province la plus riche sont également tombés. L'approvisionnement en grains de Rome dépendait de l'Afrique. Et donc la population de la ville a diminué après la chute de l'Afrique à 500 000 au milieu du 5e siècle, seulement la moitié de ce qu'elle était à son apogée une centaine d'années plus tôt. Mais les importantes recettes fiscales de cette province étaient également extrêmement importantes pour le trésor de l'Empire de l'Ouest, et par conséquent pour permettre à l'Empire de l'Ouest de recruter et de payer de nouvelles armées. Ainsi, Anthemius a déjà lancé en 467 sa première tentative de reconquête de l'Afrique avec l'aide de son habile commandant militaire, le Comes Rei Militaris Marcellinus. Marcellinus partirait de sa base d'origine en Illyricum et reprendrait l'Afrique. Mais l'opération a dû être avortée en raison d'une série de tempêtes et de mauvais temps cette année-là. Mais Anthemius savait aussi que reprendre l'Afrique seul était trop dangereux. Il devait encore se souvenir comment Majorien lui-même avait essayé de reprendre l'Afrique peu de temps avant et avait échoué uniquement à cause de la trahison. Et venant de l'Est, et ayant donc eu d'excellentes relations avec Léo Ier, Anthemius et Léo sont parvenus à un accord
pour assembler une flotte massive et reprendre l'Afrique avec des forces unies, afin de récupérer cette province perdue pour l'Empire romain d'Occident. L'Empire d'Occident ne possédait pas les ressources financières pour assembler une telle flotte massive, surtout que l'Ouest avait perdu 300 navires de guerre à Portus Ilicitanus, lorsque la flotte de Majorien avait été brûlée par des traîtres seulement 8 ans plus tôt. La majorité de la flotte a donc été construite par l'Est, et l'Est, ayant eu les provinces plus riches et plus sûres de l'Égypte et du Levant, a livré. On ne sait pas combien de navires l'Ouest a contribué, certainement beaucoup moins que l'Est, mais la flotte entière contenait un incroyable 1100 navires et était équipée de 50 000 soldats. Parler d'un empire mourant. Il est juste étrange que cette entreprise gigantesque soit si souvent omise dans les livres d'histoire, je ne le comprends pas. Pour moi, un empire qui était destiné à mourir semble très différent. Les historiens modernes estiment qu'environ 64 454 kg d'or et 700 454 kg d'argent ont été dépensés pour assembler cette flotte gigantesque. Et ainsi commencerait la reconquête de l'Afrique en 468 après Jésus-Christ, 1221 ab urbe condita. Le plan était le suivant. L'armée principale de l'Empire romain d'Orient, sous le commandement de Basiliscus, beau-frère de l'empereur Léo, se rendrait en Afrique, débarquerait près de Carthage, puis déchargerait des dizaines de milliers de soldats romains, préparant un assaut direct sur Carthage. Pendant ce temps, un plus petit détachement de l'Empire romain d'Orient, sous le commandement d'Héraclius d'Édesse, devait débarquer plus à l'est en Tripolitaine et avancer par terre vers Carthage. Pendant ce temps, la flotte romaine de l'Ouest, sous le commandement du Commus Marcellinus, qui était maintenant aussi un bon ami de l'empereur Anthemius, devait conquérir la Sardaigne occupée par les Vandales. Grâce à cette triple approche, toute possibilité d'attaque surprise des Vandales depuis l'arrière-pays devait être éliminée, de sorte que Carthage, la capitale vandale, serait entièrement encerclée par les Romains. On ne sait pas si Anthemius a participé à cette entreprise massive, ou s'il était toujours à Rome. Mais nous savons que le Magister Militum de l'Ouest, Ricimer, n'était pas impliqué dans cette opération. Il a été complètement contourné, car compréhensiblement, personne ne l'aimait. Après tout, c'était lui qui avait fait tuer Majorien, et Marcellinus avait été très loyal envers Majorien. En fait, Marcellinus s'était séparé de l'Empire occidental en réaction à la trahison de Ricimer envers Majorien, de la même manière qu'Aegidius s'était également séparé en Gaule. Alors, probablement a été 468 ce jour J de l'Antiquité commencerait. La massive flotte romaine orientale sous le commandement de Basiliscus et la petite flotte secondaire sous le commandement d'Héraclius quittèrent Constantinople. Pendant ce temps, la flotte occidentale sous le commandement de Marcellinus avait quitté sa base d'origine en Illyricum et navigué vers la Sardaigne. L'hôte orientale principale était maintenant en route pour l'Afrique, mais avant de naviguer vers l'Afrique, Basiliscus décida de se préparer et de rassembler plus de provisions en Sicile. Pendant ce temps, Marcellinus avait fait d'excellents progrès et avait réussi à conquérir la Sardaigne des Vandales. À l'est, Héraclius avait débarqué en Tripolitaine et avait déchargé ses soldats. Il avançait sur terre tandis que sa flotte naviguait à ses côtés. Cela se déroulait également selon le plan. Il a vaincu tous les Vandales qui ont tenté d'attaquer son armée, tandis que toutes les villes ont rapidement changé de camp pour les Romains. Il ne faut pas oublier que la grande majorité des personnes qui vivaient dans le royaume des Vandales étaient encore des Romains et parlaient le latin. Héraclius a donc conquis la Tripolitaine avec une relative facilité et a progressé vers l'ouest. Pendant ce temps, l'armée principale sous Basiliscos avait quitté la Sicile et débarqué près du Cap Bon, à environ 50 km au nord-est de Carthage. Ici, nous assisterions déjà pour la première fois à l'incompétence de Basiliscos. Apparemment, il a ancré la flotte à l'ouest du Cap Bon et non à l'est, rendant la flotte plus vulnérable à une éventuelle attaque surprise des Vandales. Il était tellement sûr d'une victoire romaine en raison de ses forces supérieures. À ce moment-là, Héraclius faisait de bons progrès sur terre, conquérant rapidement le territoire des Vandales. Pendant ce temps, Marcellinus était revenu de Sardaigne et mouillait en Sicile, se préparant à rejoindre la flotte principale de Basiliscus et à participer à l'attaque sur Carthage.
Pendant ce temps, Genseric, le légendaire roi des Vandales, savait qu'il était impuissant face à une telle force. Sa flotte, ainsi que son armée, ne pouvaient pas du tout rivaliser avec celle des Romains. Il envoya donc des messagers à la flotte romaine, ancrée au Cap Bonne, sollicitant la paix et demandant du temps afin de pouvoir répondre aux exigences romaines. Procopius est une excellente source ici, et nous pouvons lire dans le 3e livre de son Histoire des guerres que Basiliscus avait été choisi comme général par l'empereur Léo, dans l'espoir qu'il équilibrerait l'influence croissante de l'étranger Magister Militum de l'Est, Aspar, qui cherchait à contrôler Léo. Le Magister Militum de l'Empire romain d'Orient faisait également partie de l'expédition. Cependant, à l'insu de Léo, Basiliscus cherchait l'amitié d'Aspar afin de promouvoir ses propres desseins pour le trône de l'Est. Et selon Procope, Aspar, je cite, a exhorté à plusieurs reprises Basiliscus à épargner les Vandales et Genseric. Fin de citation. Cela aurait pu être la fin des Vandales, là et alors. Marcellinus avait conquis la Sardaigne et était prêt à rejoindre la force déjà écrasante. Héraclius avançait par terre depuis l'Est. Cela aurait pu être fini là, et alors pour Genseric et ses Vandales. L'Afrique aurait été reconquise et réincorporée dans l'Empire romain occidental. Avec la base fiscale restaurée et ses revenus massifs, l'Empire romain occidental aurait eu une véritable chance de reprendre le contrôle pour se stabiliser. Et oui, peut-être même avec le temps de reconquérir certaines des provinces perdues en Gaule et en Hispanie, car maintenant il aurait soudainement un trésor plein et serait capable de lever de nouvelles armées qui reconquéraient le territoire romain perdu en Gaule et en Hispanie, comme Majorien l'avait réalisé peu de temps auparavant. Mais cela ne devait pas être. Héraclius, le fou, a cédé à la persuasion d'Aspar, à la demande de paix de Gaiseric et à ses supplications de reddition. Basiliscus a ainsi, dans l'une des décisions les plus stupides que l'humanité connaisse, donné à Gaiseric 5 jours pour présenter ses conditions de reddition. Mais Gaiseric, étant le vieux rusé salaud qu'il était, avait bien sûr une flotte secrète de navires incendiaires préparés. Il s'agissait de navires remplis de matériaux combustibles, qui étaient incendiés, sans équipage, et dans le seul but de mettre le feu à une flotte ennemie. Ainsi, lorsque le vent a tourné, et par la double stupidité de Basiliscus, de non seulement accorder du temps à Gaiseric, mais aussi d'ancrer la flotte à l'ouest du Cap Bonne, Gaiseric a vu sa chance venir et a déchaîné les navires incendiaires. Le vent a porté des centaines de navires vers les Romains insouciants, qui ont été complètement pris par surprise. On pense que peut-être la moitié de la flotte romaine a été incendiée et coulée par les navires incendiaires vandales, mais le nombre exact est inconnu. Cependant, ce qui est connu, c'est qu'après avoir subi de lourdes pertes, l'idiot commandant Basiliscus a pris ce qui restait de sa flotte et a avorté l'opération. Pendant ce temps, pour aggraver les choses, Marcellinus avait été assassiné par l'un de ses propres soldats en Sicile peu de temps avant le lancement pour l'Afrique. On pense que Ricimer lui-même était derrière cet acte. Car Ricimer était en colère de ne pas faire partie de ce jour J de l'Antiquité, et il détestait aussi Marcellinus, car c'était un vieil ami fidèle de Majorian et un ami fidèle de l'empereur occidental Anthemius. Encore une fois, maudit sois-tu Ricimer, maudit sois-tu. Et donc Héraclius a dû interrompre l'opération, même s'il avait fait de bons progrès. Tout s'est effondré à cause de la folie d'un homme, un commandant incapable nommé Basiliscus. Si un commandant capable avait dirigé cette opération de la flotte géante, alors l'Afrique aurait été reconquise pour l'Empire romain. Il y a peu de doute à ce sujet. À aucun moment les Vandales n'ont été en mesure de contrer cette massive attaque romaine unie. Seule une nouvelle trahison pouvait permettre aux Vandales de gagner, et cette fois, cette trahison a été permise non pas par des traîtres, comme dans le cas de l'expédition vandale ratée de Majorien, mais par la folie de Basiliscus. Ainsi s'est terminé ce jour de l'Antiquité en désastre pour les Romains. Le trésor de l'Empire romain d'Orient était maintenant complètement vide. L'Empire a fait faillite. À partir de ce moment, l'Est ne serait plus en mesure d'aider l'Ouest. Et c'est aussi une raison clé pour laquelle l'empereur romain d'Orient Zénon n'aurait d'autre choix que d'accepter Odoacre comme roi d'Italie seulement 8 ans après ce désastre à Cap Bon.
Basiliscus se cacherait à Constantinople et serait finalement pardonné pour son échec. Il parviendrait même à être empereur romain d'Orient pendant un court moment en 475 en usurpant l'empereur Zénon. Mais son règne serait de courte durée, car il serait toujours incompétent et serait exécuté par Zénon pour son usurpation. Et avec son échec au Cap Bon, l'Empire occidental perdrait également tout espoir de survie. Anthemius avait non seulement perdu son ami et général compétent Marcellinus, mais le sort de l'Empire occidental était désormais de facto scellé. Sa position s'est affaiblie, et la position du maléfique Ricimer a considérablement augmenté. Il essaierait encore de reconquérir la Gaule et l'Hispanie, mais avec le trésor occidental complètement vide et sans aide de l'Est, cette entreprise était vouée à l'échec dès le début. Anthemius mourait en 472 lorsque Ricimer ajouta une autre atrocité à sa longue liste d'atrocités lorsqu'il assiégea Rome avec ses troupes barbares, assiégea la ville et la saccagea, dont j'ai parlé dans cette vidéo ici. Ainsi mourut aussi Anthemius, le dernier empereur qui avait vraiment essayé de restaurer l'Empire romain d'Occident avec son collègue oriental Léo en ce jour J de l'Antiquité. Mais cela ne devait pas être. Et seulement 4 ans après la mort d'Anthemius, le règne des empereurs prendrait fin à l'ouest pour de bon. Et si vous êtes intéressé à en savoir plus sur Anthemius, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé à comprendre pourquoi l'Empire de l'Est était mieux loti que l'Ouest, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, gracias amici imperi Romani et benevale.